Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais aussi quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Fabrice Veverka. Fabrice Veverka est avocat associé et managing partner du cabinet Viguier Schmitt. Il intervient en fusion-acquisition et plus généralement en corporate. Dans ce podcast, il va revenir sur la fusion de son ancien cabinet d'avocats avec le cabinet Viguier Schmitt, sur son parcours chez Darrois, sur la stratégie qu'ils ont pour le cabinet d'avocats, sur leurs forces, sur leurs faiblesses, sur leur positionnement marketing, leur positionnement stratégique ou encore leur développement durant ces quelques dernières années. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Fabrice Veverka. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Veverka, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat, le cabinet Viguier Schmitt situé 146 boulevard Haussmann à Paris. Bonjour Maître Veverka. Bonjour Valentin. Alors je suis ravi que vous puissiez me recevoir, surtout que je vous ai beaucoup couru après et qu'on s'est un petit peu manqué. Donc merci d'être là. Donc comme d'habitude, je vais commencer par la première question. C'est qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Oula, avant de devenir avocat, écoutez, je pense que j'étais un étudiant qui s'est pas posé beaucoup de questions et qui a un peu atterri par hasard en droit parce que pas suffisamment bon en maths pour prétendre à vraiment autre chose que des études plus littéraires et généralistes. Et donc j'étais étudiant en droit avec un tropisme pour des sujets politiques et économiques qui m'a fait m'intéresser à des voies un peu alternatives ou connexes à la fac de droit, et notamment au concours d'entrée aux écoles de commerce et à Sciences Po que j'ai passé, qui m'ont permis de faire une école de commerce et de poursuivre en même temps mes études de droit, m'intéresser au monde des cabinets d'affaires et finalement effectivement devenir avocat parce que probablement qu'à la fin de cette période, j'étais arrivé à la conclusion que c'était sans doute quelque chose qui pouvait vaguement me correspondre, et donc je me suis un peu laissé entraîner et lancé effectivement dans la carrière d'avocat. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier, ou en tout cas qu'est-ce qui vous attirait par rapport à ce que vous avez pu voir au sein de la faculté de droit ou dans votre école de commerce, et qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez voulu rejoindre cette profession ? Vous aviez eu des modèles, vous aviez des gens qui finalement vous donnaient de l'espoir ou quelque chose comme ça, ou pas du tout ? Non, j'avais pas de modèle particulièrement. Moi, dans ma famille, il n'y a pas d'avocat. C'était un monde que je connaissais très très mal. Je pense que ce qui m'attirait dans cette profession, c'était l'indépendance, je pense d'abord. La mise en valeur de la capacité que vous pouvez avoir à argumenter, à détailler un argumentaire et à convaincre. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a parlé finalement assez tôt. Même dans un rôle un peu aride ou un peu ingrat qui est celui de stagiaire dans un cabinet d'affaires, où finalement on passe quand même du temps à faire du travail qui est très pratico-pratique et quasi documentaire, mais j'avais quand même, je pense, assez vite compris que tout ça s'inscrivait dans une espèce de dessin plus général qui visait d'une manière ou d'une autre à convaincre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a attiré. Et puis après un peu, les choses se sont faites naturellement et le temps a passé, je me suis retrouvé à peu près bien là où j'étais et j'ai persévéré. Très clair. Donc finalement, vous passez le barreau, vous avez le barreau et vous rejoignez en première collaboration le cabinet Depardieu, où vous allez travailler directement avec Antoine de Maffei. Oui, absolument. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Depardieu, j'avais fait un stage chez Depardieu avant. Dans l'équipe d'Antoine Maffei, qui était donc une équipe de financement à l'origine. Le cabinet m'a laissé la possibilité aussi de pratiquer, d'intervenir sur d'autres dossiers, sur des dossiers plus de private equity M&A. Et finalement, ça m'a un peu convaincu que j'étais plus attiré par cette matière-là que par des problématiques bancaires. Et donc j'ai poursuivi, et dans cette
une chose en entraînant une autre, j'ai eu l'opportunité en 2006 de rejoindre le cabinet Darrois, effectivement, pour vraiment me consacrer exclusivement à ce type de dossier et puis bénéficier de l'expérience d'une qualité de dossier hors du commun qui est celle du cabinet Darrois, qui était le cas à l'époque, et d'ailleurs est toujours très largement le cas aujourd'hui. J'ai saisi l'opportunité d'aller travailler chez Darrois, que j'ai rejoint en mars 2006. Très clair. Donc vous prêtez serment finalement en 2004, là où vous commencez à exercer chez Depardieu. Et donc finalement vous allez apprendre votre métier, déjà en financement, puis en bifurquant très rapidement vers le M&A. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là déjà, vous vous dites que développer votre clientèle ou avoir de la clientèle personnelle, c'est quelque chose de fondamental? Ou est-ce que vous choisissez plutôt une solution alternative, de dire en fait je vais apprendre mon métier, je vais apprendre ma technique et je développerai a posteriori? Non, moi j'ai commencé très très vite à avoir des dossiers perso. Chez Depardieu, j'en avais déjà. Moi j'avais un copain qui était HSC avec moi, qui avait monté sa boîte, que j'ai accompagné sur une opération relative sur son capital en 2005. J'étais super jeune, donc j'ai toujours considéré... En fait, je ne sais pas si j'ai considéré que c'était essentiel, mais j'ai perçu le développement de la clientèle personnelle comme étant une opportunité de comprendre plus rapidement quelle était la relation client, et puis de gérer sa facturation aussi, qui est un élément finalement clé dans le rôle d'un avocat. Un avocat qui ne gère pas sa facturation, qui n'a pas ses problématiques en tête, quelque part il ne maîtrise pas l'ensemble de ce qu'est son métier, et puis il y a un problème de crédibilité. Donc je voyais ça un peu comme une façon effectivement d'accumuler beaucoup plus rapidement ce type d'expérience que d'attendre que ça vienne dans un parcours classique de collaborateur puis d'associé. Et puis bon, fondamentalement, j'aimais bien être responsable de ce que je faisais dans les dossiers, de travailler sans filet. Donc j'ai toujours effectivement cherché à développer ma clientèle perso, et j'ai continué à le faire tant que je suis resté collaborateur. Très clair. Donc là, vous partez finalement au bout d'1 an et demi du cabinet Depardieu, vous rejoignez le cabinet Darrois, donc pour les raisons que vous avez exprimées au préalable. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez déjà comme différence entre la politique mise en place, ou en tout cas l'organisation mise en place au sein du cabinet Depardieu en 2004-2006, bien sûr pas actuelle, et celle que vous trouvez au sein du cabinet Darrois? Alors ça, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que Depardieu, qui était un cabinet relativement jeune à l'époque, alors je caricature, je schématise un tout petit peu, mais un peu un spin-off de Gide, qui commençait déjà à s'établir et à s'inscrire dans le paysage du droit des affaires parisien, était un cabinet qui était vraiment en phase de croissance, donc qui nécessitait de se structurer, et qui mettait en place des process, qui recrutait des associés, qui devenait déjà un assez gros, quelque chose de... En termes de nombre d'avocats, un assez gros animal. Darrois était encore beaucoup plus dans une logique boutique. Depardieu était clairement dans un développement full service, Darrois pas du tout. Depardieu était sur un modèle classique de facturation largement drivé par le temps passé, le cabinet Darrois pas du tout. Donc effectivement, c'était deux maisons très très différentes à bien des égards. Et en termes de travail, ce que vous allez fournir chez Darrois, qu'est-ce que ça va vous apporter et comment ça vous fait finalement évoluer dans votre carrière? Chez Darrois, donc moi quand j'étais collaborateur chez Darrois, le cabinet comptait pas le temps passé des avocats, donc il n'y avait pas du tout de logique de comptabiliser aussi bien en termes de facturation que pour ce qui est du management, de l'appréciation du boulot des collaborateurs. Il y avait une culture très très forte de se consacrer exclusivement sur des interventions à très forte valeur ajoutée de manière générale et dans le travail de tous les jours. Donc ça c'était évidemment très très appréciable, parce que c'est un confort au quotidien qui est hors norme. Donc une fois que j'ai dit ça, moi j'ai passé des années, mais comme beaucoup de gens dans cette profession, à travailler nuit et jour, sortir des volumes horaires qui étaient vraiment très très significatifs. Et donc là, je pense la principale conclusion, ou plutôt enseignement que j'en ai tiré, c'est une capacité à comprendre qu'on fait ce boulot exclusivement dans des situations d'urgence pour nos clients. Les clients ne viennent pas nous voir, en tout cas dans ces cabinets-là, sur ces dossiers-là, pour des opérations en tout cas pour des sujets qui se traitent aux heures de bureau. Il faut qu'on soit capable de comprendre ça
comprendre que la disponibilité, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité, et que donc ça entraîne évidemment un volume de travail qui est considérable à fournir. Mais si vous avez compris que le client lui-même est extrêmement pris par son dossier et qu'il porte des enjeux qui sont pour lui essentiels, voire considérables, bah, vous êtes beaucoup plus capable de fournir l'effort parce que vous comprenez mieux dans quel cadre il s'inscrit. Donc je pense que ça m'a... les années que j'ai passées chez Darrois, surtout les premières qui étaient extrêmement intenses, m'ont vraiment très très vite fait comprendre ça. Les dossiers sur lesquels j'intervenais étaient emblématiques et techniquement pointus et m'ont permis de beaucoup apprendre également techniquement. Donc moi c'est surtout effectivement la charge de travail et l'endurance dans le travail que j'ai tiré comme enseignement en 2006-2007 lors du début de ma collaboration chez Darrois, je pense. Très clair. Donc du coup, vous restez de 2006 à 2012 au sein du cabinet Darrois. Est-ce que vous voyez une évolution de votre rôle au sein de la structure? Est-ce que vous passez déjà sur un rôle de producteur et technicien où finalement vous devez apprendre la technique et bouffer du job, à derrière un rôle où il y a beaucoup plus de management, où derrière vous commencez à monter sur des dossiers, pas forcément sur de l'acquisition mais de la vente additionnelle ou des choses comme ça, ou pas du tout? En fait, à cette époque-là, Darrois avait une culture d'intervention sur les dossiers qui était, je pense, un peu différente de ce qu'il y a aujourd'hui, dans le sens où on était plus petit, il y avait moins de ressources et il y avait moins de collaborateurs mécaniquement sur les dossiers. Donc, la conséquence, c'est que même quand vous étiez jeune, vous étiez quand même très très exposé. Les associés étaient très présents sur les dossiers, donc du coup, il y avait une capacité plus forte dès lors qu'il y avait un minimum de confiance, à intégrer des jeunes sur ces dossiers-là, à les mettre en avant et à les responsabiliser. Donc évidemment, oui, quand vous accumulez d'expérience et de la crédibilité, vous êtes plus à même de monter dans des réunions à enjeu ou assister à des boards ou des choses comme ça que vous faites naturellement moins quand vous êtes jeune. Mais moi, je me souviens en 2007, donc j'avais un an chez Darrois, même pas, m'être occupé de la sortie de code des AGF et d'avoir géré avec Olivier Diaz et un peu avec Jean-Michel Darrois, qui était là aussi, tous les boards des AGF sur le dossier. Et donc oui, naturellement, plus vous êtes expérimenté, plus le dossier repose sur vous, ça c'est normal, mais ce que je veux dire par là, c'est que même très jeune, on était quand même très exposé. Puis après, sur la fin de mes années Darrois, moi j'étais plus en charge des interactions, en tout cas de recruter des collaborateurs débutants, les stagiaires, enfin des trucs un peu qu'on donne aux collaborateurs pour les responsabiliser dans la structure. Donc je pense un parcours assez classique finalement pour quelqu'un qui reste suffisamment longtemps et qui s'inscrit un peu dans la durée dans la vie du cabinet. Sur les dernières années de votre expérience chez Darrois, vous m'avez expliqué avant ce podcast que vous êtes détaché à Londres et que c'est à ce moment-là finalement que vous prenez du recul et vous vous interrogez sur le sens que vous avez envie de donner à votre carrière. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de déjà cette expérience à l'international et de la réflexion que vous avez menée pour finalement quitter ce cabinet? Ouais, alors effectivement, j'ai passé un an au secondment chez McFarlane's à Londres parce que je venais juste d'avoir mon premier fils et mon épouse n'avait pas vraiment envie qu'on aille passer un an à New York tout de suite, enfin, aussi vite avec un enfant en très bas âge. Donc le cabinet m'a très gentiment organisé de manière dérogatoire un secondment ailleurs qu'à New York, qui était quelque chose d'assez intéressant en fait parce que j'étais chez McFarlane, qui n'est pas un cabinet international, qui est un cabinet qui a fait un choix de développement exclusivement londonien. Et de ce fait, qui est un des rares cabinets anglais de très très haut niveau qui est capable d'interagir sur des dossiers, enfin plutôt, qui ne peut qu'interagir sur des dossiers avec d'autres cabinets quand il est sur des situations cross-border. Donc c'était l'occasion de rencontrer des gens de ce cabinet déjà pour la suite de ma carrière. C'était l'occasion de vraiment toucher du doigt comment fonctionnaient les Anglais, à quel point ils étaient capables de construire des machines qui administrativement étaient remarquables, avec évidemment quelques petits côtés qui pour nous, latins, paraissent un peu exagérés ou un peu surréalistes parfois, mais fondamentalement c'était une année très, très instructive de ce point de vue-là. J'ai été intégré sur
notamment un dossier de M&A réglementaire qui était intéressant. J'en ai surtout tiré effectivement des contacts pour la suite en réalité que ce soit d'ailleurs professionnel ou personnel, mais surtout professionnel, qui ont été, je pense, très utiles. Et tout ça s'est passé donc entre, si je ne dis pas de bêtises, fin 2010 et mi-2011, fin d'été 2011, à une époque où le cabinet Darrois, c'est de notoriété publique, a connu un peu un cycle de transition qui aboutit à un renouvellement assez significatif de l'association, sans évidemment de perte de qualité en aucune manière, mais simplement le cabinet a changé. Donc ça s'est fait dans des conditions qui étaient, qui je pense n'ont pas forcément été très très simples, mais cette phase est arrivée à un stade de ma carrière où je commençais aussi à me poser des questions pour la suite, indépendamment de rester chez Darrois. Je me demandais si j'avais pas forcément envie d'un truc plus entrepreneurial. Et pour la faire très courte, on était un petit groupe de gens qui avaient l'habitude de bosser ensemble, qui partageaient un peu cette envie, et ça a maturé, ça a abouti à ce qu'effectivement, fin 2011, début 2012, on se lance dans une aventure très très différente, puisqu'on a monté notre cabinet en annonçant notre départ de Darrois, si je me souviens bien, à la fin du mois de janvier 2012. Donc on était 7 à l'origine, 6 d'origine Darrois, 1 Cléry Gottlieb. On a monté ce cabinet qui s'appelait Sénat Loison VR4 Fontmichel, qu'on a emmené de 2012 à mi-2017 dans une croissance très satisfaisante, je dois dire, mais qui effectivement était très très différente de ce qu'on connaissait avant, étant pour, encore une fois, 6 d'entre nous chez Darrois et le 7e presque encore pire chez Cléry Gottlieb, donc un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus structuré, qu'il a quitté pour vraiment partir de zéro et construire vraiment de zéro un fonds de commerce. Alors déjà, ça m'intéresse beaucoup, c'est comment on fait en ayant 7 avocats qui viennent de structures qui, je pense, vous allez me dire si c'est le contraire, mais travaillent sur des deals qui ne sont pas ceux que vous allez pouvoir récupérer en montant votre structure, pour vraiment travailler son acquisition client, poser sa vision stratégique au niveau de son cabinet d'avocats et finalement mettre les premières pierres à l'édifice de ce qui est devenu un beau cabinet puisqu'il s'est rapproché de Viggy Schmidt et vous en êtes d'ailleurs aujourd'hui managing partner. Ouais, alors... je pense qu'a posteriori, c'était un truc un peu inconscient. On est parti d'une discussion qui finalement était quand même à l'origine entre Olivier Loison, moi-même, une troisième personne qui s'appelle Aurélien Cohen, qui pour des raisons personnelles est parti en entreprise aux États-Unis, mais qui était aussi chez Darrois, et puis François Bourrier, Seufer, qui était un peu plus jeune. Mais globalement, c'était quand même plutôt une discussion d'avocats, collaborateurs, counsel, raisonnablement expérimentés, mais disons d'un niveau de seniorité compris entre 7 et 9 ans, quoi. Donc malgré tout des jeunes avocats. Donc on a un peu fait l'état de tour de ce qu'on avait en magasin comme contact, comme en tout cas perception de ce qu'on pouvait développer comme business. Chacun des uns les autres, on a partagé ça. On a essayé en face de chacun de ces contacts de se projeter. Alors évidemment, tout ça est très, très théorique parce que d'abord, il n'était pas acquis que les personnes allaient effectivement nous faire confiance. Et puis par ailleurs, quand vous êtes avocat, vos clients, vous êtes quand même dépendants de ce qu'ils font. S'ils ne font pas d'opération, vous n'avez pas de boulot, fondamentalement. Et ça, c'est difficile de l'inventer, même si on peut essayer des fois d'en donner des idées. Mais on est quand même tributaire de la conjoncture macro et micro. Mais donc on a essayé de construire un peu une vision la plus affinée possible de ce qu'on imaginait comme, en tout cas comme une espèce de début d'activité. Là-dessus, on partageait un constat et une volonté forte de ne pas monter un petit cabinet à 3 ou 4, comme ça se fait de manière assez naturelle, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a un problème de taille critique et de visibilité. Quand vous dites que vous faites du M&A à 2 ou 3
ou 3 ou 4, c'est quand même assez Une compliqué à vendre. Et par ailleurs, on était bien placé pour savoir qu'il faut quand même un tout petit peu de firepower pour faire des dossiers, et qu'il y a des papiers à sortir, et qu'il y a des réunions à faire, et que si vous êtes 2, ça ne marche pas très bien. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on construise cette taille critique, et partant de là, on a eu une réflexion qui, je pense, quand vous n'êtes pas avocat, est assez simple à comprendre, puisqu'on n'invente pas la poudre, on se dit on va faire venir des plus jeunes, et puis pour les convaincre de quitter, on veut des gens bien formés, techniquement au point, donc ça se trouve que dans les belles maisons. Le plus simple étant encore de prendre des gens qu'on a l'habitude de faire travailler, donc des gens, pour ce qui me concerne, chez Darrois, et pour les convaincre de quitter un cabinet totalement hors du commun, avec un deal flow totalement hors du commun, et puis par ailleurs des rémunérations qui sont plus que compétitives, et on va les incentiver, comme on fait ça, comme on fait pour des managers de LBO, pas que de LBO d'ailleurs, et donc on va les associer, même si ces gens-là étaient fondamentalement très jeunes à l'époque, plus jeunes que nous, donc pas du tout en situation de prétendre à une qualité d'associé dans une structure établie. Mais on est arrivé à la conclusion que c'était la seule façon de les convaincre, et que deux, par ailleurs, ça avait quand même un deuxième avantage qui était de se dire que si jamais les choses ne marchaient pas du tout, ça évitait de devoir les payer avant de se payer nous-mêmes. On était tous pari passus, on se payait seulement s'il y avait du profit à partager. Alors quand vous partez de zéro, vous avez des collaborateurs à payer, et ça c'est une façon de vous dire qu'à l'époque, quand en 2012 on s'est lancé, on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. On était de plus en plein milieu de la crise des dettes souveraines, donc ça c'est la période 2010-2012, où l'activité M&A fondamentalement à Paris et ailleurs c'était en céphalogramme plat. C'était clairement pas la meilleure période pour lancer une boutique, mais bon, on l'a fait quand même. Donc on a convaincu un certain nombre de nos petits camarades, encore plus petits que nous, de se joindre à nous, ce qu'ils ont fait de manière, je pense aussi a posteriori assez inconsciente. Et donc tout ça effectivement nous a permis de monter quelque chose de relativement visible. On a un peu travaillé la communication pour maximiser le buzz autant que faire se peut, et on avait sur nos petits camarades qui nous avaient rejoints fait le même exercice qu'avec nous, c'est-à-dire essayer d'apprécier quelles étaient pour eux aussi les perspectives commerciales, c'est-à-dire avec leur réseau, comment il était composé, qui pouvait appeler, contacter, essayer d'aller récupérer du boulot, qui pouvait être prescripteur, avec plus ou moins de proximité, etc. Donc, on a fait ce mapping aussi bien pour les plus vieux du groupe que pour les plus jeunes. Et à partir de là, écoutez, on a appelé des gens, on a frappé aux portes, et puis on a essayé de choper des dossiers. Donc ça, et vous avez chacun quand même apporté la clientèle personnelle que vous aviez finalement très clair. Bien sûr, alors sachant que c'était principalement Olivier, moi et François Bourrier, mais surtout Olivier Loison et moi-même qui avions, parce qu'on était finalement des seuls collaborateurs expérimentés. David Samla était avec nous, David Samla était associé chez Darrois quand il a quitté le cabinet pour monter Samla Loison Font-Michel, enfin BVRK Font-Michel, pardon. Mais lui, voilà, et Olivier et moi-même avions la clientèle personnelle, mais si je ne dis pas de bêtises, on était sur quelque chose comme 100-150 000 euros de chiffre d'affaires chacun de clients perso au moment où on monte le cabinet SLVF à l'époque. Donc, si vous faites la somme des deux, ça fait guère plus de 350-400 000 euros à tout casser. Donc, s'il faut payer un bail, et puis ensuite payer ses charges fixes, ses charges sociales, et puis payer ses factures perso à la fin du mois, ça ne suffit pas. Donc, il fallait quand même s'activer assez vite pour alimenter la machine. Donc, ça, clairement, personne n'était parti du principe que la clientèle perso allait vraiment nous permettre de démarrer. Malgré tout, c'était quand même un indicateur, parce qu'on se disait que même dans un rôle de collaborateur, ça démontrait une sorte de fibre entrepreneuriale. Mais non, nous on est... Donc pour aller chercher des dossiers, écoutez, on était jeunes, mais on a frappé aux portes. Et puis moi j'ai des clients que je traitais chez Darrois qui ont été super et qui m'ont très rapidement, même tout de suite d'ailleurs, fait confiance, ce qui nous a permis de me lancer. Moi je me souviens notamment Stéphane Cassagne, qui à l'époque était secrétaire général de Géodis, qui vient dans nos bureaux chez Régus, rue des Faubourgs Saint-Honoré. On venait juste de... Moi je pense qu'on était deux, parce que
Les autres n'étaient pas encore partis à cause des préavis, donc moi je devais être tout seul avec David Senna. Stéphane Cassagne vient nous voir, on est début 2012. Je ne sais même pas si on a une photocopieuse, enfin, c'est à peine si la lumière s'allume et je me dis mince, il va partir en courant. Et ça sent encore la peinture. Et ça sent, ouais, ça sent. Enfin, bon, pour le coup, ils n'avaient pas fait de peinture, Régus, mais ça sentait pas le pérenne, quoi. Et Stéphane vient m'apporter la possibilité de rapprocher Hermeva, Akiem, qui étaient des gestionnaires d'actifs de la SNCF à l'époque, avec Fréquin, qui est une participation de CVC, pour un deal qui, s'il s'était fait, pesait 1,5 milliard d'euros de VE. Et donc on a travaillé sur ce machin-là pendant 6 mois. Finalement, ça a été avorté, mais c'est pour vous dire que on a les uns les autres. Donc moi, à titre, pour ce qui me concerne, on a eu des contacts des clients qui ont été vraiment là au début et qui nous ont beaucoup aidé à décoller. Donc on commence à 7 finalement, on met en commun les 2 clientèles que vous avez avec vous et Maître Loiseau. On obtient 400 000 balles à tout casser en mettant ça en commun. Il y a 7 personnes à faire bouffer, il y a un bail. Derrière, vous allez taper aux portes. La clientèle arrive, la clientèle vous suit, elle vous fait confiance. Et derrière, comment vous allez structurer au cours du temps, donc pendant ces 5 ans, de 2012 à 2017, cette activité entre les 7 associés qui sont présents en interne? Déjà, est-ce que chacun a le même rôle au sein de la structure? Est-ce qu'on a plutôt ce qu'on qualifie aujourd'hui grossièrement de rainmaker et derrière beaucoup plus des producteurs? Ou est-ce que finalement, ce que je ne crois pas du tout, on va avoir un développement équilibré entre les 7 associés en interne? Non, alors de toute façon, ça pouvait pas être le cas au début parce qu'il y avait quand même sur les 7 de départ, vraiment de l'instant T début 2012, vous aviez quand même des gens qui étaient vraiment très jeunes, qui de toute façon étaient à un stade de leur carrière où même la partie technique, ils ne la maîtrisaient pas. Ils étaient encore en train de se former d'ailleurs. De toute façon, on est toujours en train de se former dans ce métier, mais ils étaient vraiment très jeunes. Donc, de toute façon, le truc était totalement acté, accepté entre nous. Et si vous voulez, le deal quand même sur lequel s'est construit SLVF, c'était de se dire, vous avez d'un côté Semla, Loison, Veverka, Alexandre de Fourmichel à l'époque, dans une activité très différente, qui vont principalement à très court terme récupérer les dossiers. Et ces dossiers, ils vont les exécuter à chaque fois avec un associé du groupe plus jeune, c'est-à-dire François-Boris Heufer, Louis Chenard, et Charles Fillon. Donc de toute façon, ça s'est construit sur ces bases-là. Donc il ne pouvait pas y avoir les 7 qui démarrent en même temps à fond sur des trajectoires parallèles. Et encore une fois, sur l'idée que les 3 du groupe plus jeune allaient monter en puissance, allaient continuer à prendre le métier avec ceux du groupe plus vieux, et puis au fur et à mesure qu'ils gagneront en crédibilité, ils actionneraient leur réseau, et puis à la fin, tout ça s'équilibre pour... Et puis avec des collaborateurs à staffer qui arriveront en dessous des... Avec des collaborateurs qu'on recruterait effectivement au fil de l'eau, au fur et à mesure des besoins. Alors ce qu'on a quand même fait très très vite, c'est recruter un associé taxe. On ne l'avait pas fait avant de sortir du bois et d'annoncer la formation du cabinet, parce qu'on n'avait pas de personnes qui cochaient des cases dans le groupe de départ, et puis on ne voulait pas commencer à aller frapper aux portes et risquer que la chose s'ébruite, donc on s'était dit on recrutera dans un second temps. Et donc on a été amené très rapidement à discuter avec Christelle Alberti, qui était collaboratrice senior chez White & Case à l'époque, qui a été mise en relation avec moi, si je ne dis pas de bêtises, par un fiscaliste d'Alstom. Moi je bossais beaucoup pour Alstom, c'est toujours le cas aujourd'hui, à l'époque. Et donc Christelle nous a rejoints, je pense, en avril 2012. Donc, pareil, à l'époque, je pense que s'il y avait peut-être une photocopieuse cette fois-ci qui marchait, il n'y avait pas beaucoup plus. Donc, elle a pris son risque entrepreneurial, c'est le cas de le dire. Pareil, je pense, de manière raisonnablement inconsciente. Et donc, on s'est retrouvé 8 associés. Après, on a commencé à... 8 associés, 0 collab. C'est un cabinet qui s'est monté qu'avec des associés. Et quand je dis associés, mes jeunes associés de l'époque, qui maintenant sont évidemment beaucoup moins jeunes, ils n'étaient pas, je sais pas quoi, non-equity ou sous-catégorie, machin. Associés. Ils étaient signataires des statuts, on se partageait un résultat sur la base de pourcentage qu'on recalibrait régulièrement en fonction de... Et régulièrement, c'est pas toutes les 2 semaines, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, enfin, en fonction des circonstances. Et donc, chacun avait son mot à dire autour de la table et puis son droit sur les profits de la structure.
On a commencé à recruter des collaborateurs en 2012, je pense. On a recruté notre première collaboratrice, qui était notre première stagiaire d'ailleurs. Puis voilà, le cabinet est monté en puissance assez rapidement. L'année 2012, financièrement, n'a pas été simple parce qu'en fait, on a très rapidement rentré les dossiers, je dois dire. Mais évidemment, on n'est pas... c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que c'est le cas de beaucoup d'indépendants. En M&A, la capacité à envoyer des factures mensuelles sur les opérations de M&A, quand vous n'êtes pas, je sais pas quoi, Thierry Gottlieb ou Sullivan Cromwell, en fait, elle est très très faible. Donc vous facturez au milestone des dossiers. Pour peu que vous ayez des dossiers qui traînent un peu, ce qui était le cas de l'époque, vous rentrez le dossier au début de l'année. Si vous arrivez à un signing en septembre, c'est bien. Il y a un closing en fin d'année, vous êtes déjà content. Et donc vous avez tout facturé à la fin de l'année. Vous êtes payé assez rapidement dans la foulée. Donc tout ça pour dire que il y avait un sujet BFR assez lourd, mais qu'on a réussi à gérer en se serrant la ceinture, et puis parce qu'on a été accompagné par LCL, qui nous a financé au tout début. Et ensuite, à partir de 2013, ce sujet a été réglé, le BFR a été financé, donc là, le cabinet a vraiment commencé à monter en puissance, on a continué à recruter, et fondamentalement, c'était un cabinet d'une petite vingtaine d'avocats en 2017 quand on l'a fusionné avec Guy Schmitt, ancienne formule. Très clair. Et alors du coup, cette aventure entrepreneuriale qui vous tentait en 2012, finalement, vous la mettez pas en suspens, mais en tout cas vous la transformez en 2017. Comment ça vient? Comment est-ce qu'on vous aborde? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Comment est-ce que ça se passe et quelles sont les synergies pertinentes pour vous et pour Guy Schmitt par rapport à ce rapprochement? Ouais, alors c'est effectivement, moi je vais répondre pour nous, parce que je ne vais pas répondre à la place de Nicolas Yves. Oui, bien sûr. Nous, en fait, il y a plusieurs points. D'abord, on avait quand même, on avait bien grossi, on était content de ce qu'on avait fait. Malgré tout, on avait la perception que continuer uniquement sur du développement organique, ça allait prendre du temps. D'abord parce que la progression individuelle de chacun prend du temps. Deuxièmement parce que ça nécessitait de faire des recrutements latéraux, mais c'était des choses compliquées à gérer parce que déjà quand vous êtes, je sais pas, Sherman Sterling ou Thierry Gottlieb ou je sais pas quoi, c'est un mauvais exemple, ils en font pas Thierry Gottlieb, mais faire un recrutement latéral est de toute façon quelque chose de compliqué pour n'importe quel type de structure. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait en un claquement de doigts, il y a plein d'effets de bord à essayer de maîtriser. Mais alors nous, structurellement, on pouvait... c'était super compliqué parce qu'on était très homogène d'un point de vue générationnel, donc on n'allait pas faire rentrer dans le dispositif un associé de 50 ans ou plus avec qui il y aurait eu une vraie différence générationnelle. En tout cas, ça a été vraiment une chose difficile à faire, si tant est que la structure en soi aurait pu intéresser quelqu'un de ce niveau de seniorité. Donc de toute façon, en gros, on était quand même cantonné à réfléchir sur des profils collaborateurs seniors qui subissent un plafond de verre dans leur structure et qui ont envie de se lancer, quoi. Donc d'ici là, une fois qu'on a dit ça, trouver la bonne personne dans ce profil-là qui vraiment va être capable de délivrer, c'était quand même des paris qui n'étaient pas évidents. Donc le sourcing est super difficile parce qu'en fait, même si vous les voyez passer, etc., au fond, vous ne connaissez pas leur capacité à développer, votre capacité à manager et ce qu'ils peuvent faire. Il y a un énorme pari individuel à chaque fois et franchement, c'est pas l'euro million, mais il y a un aléa qui est très très important, quoi. Et l'aléa, c'est pas un truc qu'on aime gérer naturellement dans sa propre structure. Donc on s'est dit qu'on avait ça qui nous freinait, qui freinerait notre développement à terme. Deuxièmement, à l'époque, alors c'était de moins en moins vrai, mais quand même, le cabinet reposait très largement sur mon activité, sur celle d'Olivier, et de plus en plus sur celle de François Bourrier à l'époque, mais qui était encore relativement jeune. Mes autres associés étaient encore plus jeunes, donc on percevait ça comme un élément de fragilité, en tout cas un facteur de risque important, parce que je ne parle même pas des accidents de la vie, mais juste vous n'avez pas de chance, un coup de mousse sur une année, en fait assez vite, l'activité d'un associé, évidemment de deux, pèse très rapidement sur la structure dans son ensemble, donc on avait quand même envie de mitiger ça. Et enfin, ce qu'on considérait, ce qui franchement a été une vraie force au début, c'est-à-dire cette image de cabinet jeune avec des petits gars sympathiques mais en même temps très bons,
qui n'en veulent. On pensait que ça allait devenir un frein en vérité pour continuer notre progression sur des nouveaux clients qui ne nous connaissaient pas et sur des dossiers de plus en plus, je ne sais pas comment les qualifier, mais en tout cas avec des enjeux de plus en plus importants. Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué. Alors je ne parle pas des cabinets de niche qui reposent sur des individualités hors normes et totalement établies, je ne sais pas, type Dominique Bonpoint. Mais quand vous êtes dans la situation dans laquelle on était nous à l'époque, vous avez un sujet de porte d'entrée chez les clients. C'est-à-dire soit vous connaissez vraiment très 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 bien quelqu'un qui est prescripteur et qui a suffisamment de liberté, de pouvoir en interne pour se dire moi je prends celui-là parce que j'ai confiance en son conseil et ça m'est totalement égal qu'il n'y ait pas de marque, et là il n'y a pas de problème. Soit si vous n'avez pas ça, c'est compliqué de se battre dans des beauty contests contre des structures qui, quand bien même, je ne vais pas citer de nom évidemment, mais quand bien même tout le monde sait que techniquement ils sont très en dessous de vous, le fait qu'il y ait une marque pour le directeur juridique, pour le secrétaire général, le DAF ou que sais-je, la personne qui prend le choix, c'est quand même plus confortable de prendre la marque parce que personne ne lui reprochera jamais. Donc on avait un peu aussi ce problème-là qui était de plus en plus perceptible pour notre développement de nouveaux clients. Je ne parle pas sur l'existant évidemment, ça c'était un non-sujet. Et donc pour toutes ces raisons, on s'est dit est-ce que ce ne serait pas quand même bien d'essayer de trouver quelque chose de plus... une sorte de booster qui nous permet d'accélérer. Là-dessus, c'est des discussions avec Olivier Diaz en fait, qui nous ont amenés à parler avec Yves et Nicolas, donc Nicolas Viguier-Schmitt, en 2016, à la rentrée 2016, où en fait, alors, très schématiquement, on est arrivé à la conclusion qu'on avait deux cabinets de taille équivalente en chiffre d'affaires, en nombre d'avocats. Alors, il y avait une différence entre les deux, c'est qu'eux avaient moins d'associés, plus de collaborateurs, alors que nous, on était sur un schéma, on avait encore un peu plus d'associés que de... On tangentait le 1 pour 1, quoi, au bout de 5 ans, 4 ans et demi. On tangentait le 1 collaborateur par associé, on n'y était pas tout à fait. Avec un leverage extrêmement faible. Ouais, on disait, parce que c'était un peu le discours qu'on avait entendu petit chez Darrois, et puis on y tenait, parce que c'est très snob de dire on vend du temps d'associés dans les dossiers et tout ça. Et c'est vrai, de toute façon, c'est notre culture et c'est comme ça qu'on a été formés. Mais n'empêche que par la force des choses, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on n'avait pas assez de levier pour faire autrement. Donc deux cabinets de taille équivalente, pas d'overlap en vérité sur deux business models très très différents où le cabinet Viguier-Schmitt, je mets un peu de côté sa parenthèse Viguier-Schmitt, Pelletier-Juvigny entre 2009 et 2013, mais c'était quand même très largement construit sur des dossiers, sur des interventions, pas en lead consult sur les dossiers, mais typiquement conseil de board, conseil administrateur indépendant sur des opérations et puis sur du contentieux. Alors que nous, et moi le premier, on cherchait à développer des clients, de la récurrence, ce qui n'était pas le cas de Viguier-Schmitt, puisque par hypothèse, quand vous faites conseil de board sur des opérations, mais une fois que l'opération est finie, ces deux clients ne vous rappellent pas, parce que vous n'êtes pas son conseiller à lui. Mais ça, c'était totalement assumé chez eux. Ils avaient vécu comme ça pendant 15 ans avec un certain succès. Et nous, on avait développé avec un certain succès un modèle très différent, beaucoup plus classique, où on cherche à construire un portefeuille de clients sur des dossiers de corporate finance au sens un peu moderne du terme, avec des banquiers d'affaires, dans l'écosystème. C'est vrai que c'est extrêmement complexe parce que ça veut dire que le modèle de Viguier-Schmitt tel qu'il existait, ils avaient beaucoup plus des dossiers et pas réellement des clients, exactement. Et vous beaucoup plus des clients et les dossiers qui en découlaient. Donc exactement. En termes de valorisation et en termes de sérénité et de sécurité, c'était quand même assez tangent. Ouais, c'était d'ailleurs, il y avait... Nous, si vous voulez, dans le groupe SLVF, on voyait ça de manière totalement détendue, parce qu'il n'y avait aucun risque sur ce qu'on considérait être notre portefeuille de clients, la relation qu'on a avec nos clients. C'est d'intuitu personné. Donc, par contre, effectivement, pour Nicolas et Yves, il y avait nécessairement la réflexion de se dire, moi, en réalité, ce modèle-là me fait travailler beaucoup par référol de la part des cabinets qui interviennent comme lead counsel. Donc, si jamais je grossis, si je double de taille brutalement et que de facto, je me mets à travailler aussi un portefeuille de clients, est-ce que je ne risque pas de perdre ça? Donc, ils avaient clairement cette réflexion, cette crainte. Factuellement, les choses ont montré qu'ils n'ont rien perdu du tout de ce point de vue-là. Leur activité perdure.
franchement comme avant, voire même peut-être mieux qu'avant d'ailleurs. L'année est très bonne pour tout le monde, mais fondamentalement, il y a eu zéro sujet de ce point de vue-là pour eux. Mais effectivement, c'était deux modèles très très différents. Il n'y avait pas d'overlap en termes de matière, si ce n'est vaguement en droit de la concurrence, mais nous, on avait une associée qui était beaucoup plus typée merger control, Virginie Vialard, et Viguier Schmitt, ancienne formule, avait un associé, Iñaki Saint-Esteban, qui lui était quand même beaucoup plus positionné sur les problématiques contentieuses, cartels, etc. Donc même là-dessus, c'était dès lors qu'ils s'entendaient raisonnablement bien, il n'y avait pas trop de sujets. Et pour ce qui est du fonctionnement, des problématiques de partage du profit entre les associés, en réalité, on travaillait exactement pareil, c'est-à-dire que et eux et nous, on n'avait pas de statut d'associés différents, on n'avait pas de hit what you kill, de composante hit what you kill dans nos rémunérations. Il y en a toujours de manière indirecte, dans le sens où évidemment, un associé qui pèse, il faut qu'il soit rémunéré d'une manière ou d'une autre à du concurrence, sinon il n'est pas content et ça crée des problèmes. Mais n'empêche qu'ils partageaient et on partageait un résultat sur la base d'une clé de répartition qu'on recalibrait en appliquant des critères qui étaient quand même très largement subjectifs, aussi bien prospectifs que sur le passé. Donc un peu une espèce de, je ne sais pas comment le qualifier, mais de conclave où on prenait des décisions collectivement pour figer une grille qui avait vocation à s'appliquer pour une durée donnée. Donc c'était finalement très très simple à mettre en place. On a même sur ce dernier point qui est quand même un truc assez sensible dans les cabinets d'avocats, on s'était dit qu'on allait se construire une période transitoire d'1 an et demi en fait, comme en réalité les deux cabinets encore une fois généraient mais vraiment le même chiffre d'affaires quand on s'est mariés. Je raconte un peu notre cuisine, un petit secret de famille, mais c'était assez facile de se dire pendant une période transitoire, les deux anciens groupes vont se partager la moitié du profit, puisqu'on voit que historiquement, ils génèrent chacun la moitié du profit. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait sur la période 2017-2018, et puis fin 2018, on a mis en place notre première vraie grille intégrée, donc ça c'est le cas depuis déjà 3 ans. Et en réalité, voilà, le cabinet, la fusion en soi n'était pas quelque chose de compliqué à conceptualiser et à décider. Ce qui est plus compliqué, évidemment, ça on le dit à nos clients en ayant l'impression d'être intelligent, mais c'est une réalité. L'intégration est plus compliquée que de closer le deal. Closer le deal, bon, c'est des paramètres, on est content, on peut se serrer la main, boire du champagne. Après, il faut faire vivre le truc. Et donc c'est vrai qu'il a fallu un peu justement construire une sorte de culture un peu commune pour embarquer. Je ne parle pas que des associés, parce qu'on s'est toujours bien entendu entre associés, mais vraiment les deux organisations, les collaborateurs, les convaincre de l'intérêt de la chose. Ça chamboulait quand même leur quotidien, leur environnement, potentiellement leur perspective, même si en vrai ça n'a jamais été le cas, mais ils pouvaient le percevoir comme tel et c'est normal. Et même les assistantes qui pouvaient se poser des questions existentielles, parce qu'il fallait qu'elles apprennent à travailler avec d'autres gens, elles avaient leurs petites habitudes, etc. C'était pas forcément très, très simple pour elles. Donc ça, il a fallu qu'on construise ça, et puis je pense qu'on en est sorti finalement au bout d'une grosse année. Très clair. Et donc, comment vous avez... Donc, je comprends bien qu'entre les associés, il n'y a pas eu de difficulté par rapport au mode de rémunération. Vous avez le même chiffre d'affaires, à peu près le même, rentabilité. Est-ce que je comprends, c'était assez similaire. Mais en termes de positionnement, vous, déjà, vous avez abandonné votre marque. Même si elle était entre guillemets jeune, elle existait quand même. Elle avait le mérite d'exister. Donc ça a été un choix qui a été fait. Derrière, finalement, Viguier Schmitt, qui intervenait beaucoup plus sur des opérations de conseil de board par rapport à des opérations, s'est vu finalement affubler un cabinet d'avocats qui, lui, avait des clients et travaillait sur du corporate finance beaucoup plus traditionnel, entre guillemets. Derrière, comment vous avez réussi finalement à donner une trajectoire commune entre les associés de Viguier Schmitt et également les associés de votre cabinet d'avocats? Comment est-ce qu'on a réparti la gouvernance et comment est-ce qu'on a finalement mis tout le monde dans le même sens pour aller vers un objectif qu'on s'était défini? Il y a beaucoup de choses dans la question. Alors d'abord, effectivement, le sujet de la marque, qui est une espèce de truc dont on reparle encore beaucoup, toujours aujourd'hui. Fondamentalement, la marque, en 2012, on avait créé un cabinet qui s'appelait à l'origine Semla, Loison, Weverka, de Fontmichel. Un truc totalement imprononçable, impossible à retenir, puis beaucoup trop long de toute façon. On avait essayé de faire un peu imprimer ça dans le paysage avec un succès quand même très très modéré.
Moi, mes clients, ils voyaient le cabinet Weverka, ceux d'Olivier Loison, ils appelaient ça le cabinet Loison. Des fois, ils appelaient ça le cabinet Semla Weverka, Font-Michel, Semla Loison, Font-Michel, ou Loison, Weverka. Bref, jamais le bon blaze. Jamais imprimé. Là-dessus, on a quand même eu la problématique à gérer du départ d'Alexandre de Font-Michel du cabinet, qu'on avait un peu anticipé. Donc, on avait quand même, pour cette raison-là, plus le fait qu'on n'arrivait pas vraiment à faire imprimer une marque aussi longue que celle de la Maison Ferrat Font-Michel, on avait commencé à marketer l'acronyme SLVF. Ça avait vaguement pris dans le petit écosystème, mais bon, ça allait quand même guère au-delà de la LJA et puis peut-être de CF News. Mais donc on avait marketé l'acronyme SLVF. Au bout de 4 ans et demi, quand on a discuté avec Yves et Nicolas, nous, notre perception en tant qu'avocat était que Viggy Schmidt, c'était une marque connue. Viggy Schmidt, c'est une marque connue. Nicolas et Yves sont quand même nettement plus, péjoratif de dire ça, mais plus âgés que nous. Expérimentés. Seniors, tout ce qu'on veut. Et leur marque était dans le paysage depuis 15 ans, fondamentalement, à cette époque. Donc, c'est des discussions qui ont évidemment été des discussions d'associés, mais quand même au quotidien très largement menées par Olivier Loison et moi d'un côté, et Nicolas Yves de l'autre. Et les autres associés, ils participaient, mais indirectement, ils n'étaient pas en première ligne. On est arrivé, nous, côté SLVF, en fait, à la conclusion qui était de se dire, bon, en fait, on va plutôt essayer de leverager sur la notoriété de leur marque, plutôt que de la casser et de repartir de zéro. On a eu suffisamment de mal pendant 4 ans et demi à faire quelque chose avec nos petits bras pour ne pas se relancer perdre l'existant qu'ils ont eux et repartir finalement tous se pénaliser avec un nouveau truc. La seule chose qu'on va dire, c'est ça s'appelle Viggy Schmidt, on va appeler ça Viggy Schmidt et associés pour montrer qu'il y a eu un peu de changement et qu'il n'y a pas que Viggy Schmidt. Moi, franchement, à titre personnel, j'ai beaucoup de gens qui me disaient « Ah, c'est une connerie, tu vas perdre en visibilité, je sais pas quoi. Alors, j'étais persuadé que pas du tout. En fait, non. Puis, de toute façon, il y avait une dynamique qui s'était créée, etc. Je pense a posteriori, effectivement, qu'on aurait pu faire autrement parce que, en fait, Viggy Schmidt était une marque qui n'était connue que des avocats, fondamentalement. Un petit peu de certaines directions juridiques, mais directions juridiques de sociétés cotées, CAC 40 ou gros SBF 120, avec un prisme, ou en tout cas un intérêt particulièrement développé pour le contentieux boursier, ce qui reste quand même pas la majorité du panel. Donc contrairement à ce qu'on avait apprécié, parce que nous on avait notre vision d'avocat, en fait, quand vous sortiez du cercle du barreau d'affaires, la marque n'avait pas de notoriété en vérité. Les banquiers d'affaires ne connaissaient pas ou très peu. Donc les clients ne connaissaient pas ou très peu, donc en réalité je pense que, en tout cas pour l'activité M&A, Corporate Finance, entre guillemets traditionnelle, ça a plutôt retiré de la visibilité. Mais bon, après il faut bien, le sujet du nom de cabinet, franchement c'est des sujets super compliqués. Nous quand en 2012 on s'est lancé, on a créé un cabinet avec le nom des associés les plus seniors, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un truc très traditionnel français et pas que français d'ailleurs. Moi, ma culture d'origine, c'était pas du tout les noms génériques. Maintenant, franchement, je suis arrivé à la conclusion que si jamais je devais me relancer dans une aventure entrepreneuriale, je me lancerais avec un nom générique parce qu'en fait, c'est un vrai sujet, les problématiques de nom. Il n'y a plus, je sais pas quoi, Marty Lipton, Jean-Michel Darrois, Jean-François Pratt, des gens comme ça, aujourd'hui, qui montent des cabinets from scratch, c'est super rare, voire inexistant. Encore une fois, je mets Dominique Bonpont à part, qui est probablement proche de ces personnalités-là en termes de réputation, mais qui a monté un cabinet qui est vraiment le sien, et je pense qu'il est maintenant établi, qu'il n'a pas envie de faire grossir. Mais si vous voulez faire grossir un cabinet, sauf à ce que vous ayez un nom tellement puissant que vous êtes capable de faire venir des gens très très bons, mais votre légitimité est tellement forte qu'ils sont totalement à l'aise à venir sur votre nom. En réalité, si vous voulez faire venir des gens très bons et que vous êtes comparable à eux, tout de suite, le problème du nom se pose. Donc voilà, ça c'est pour vous raconter comment sont fait les choses sur le sujet du nom quand on a fusionné deux cabinets. Ça nous paraissait le plus pragmatique, le plus simple. Par ailleurs, on avait quand même un sujet, il y avait d'autres individualités sur lesquelles on aurait pu essayer aussi de leverager.
Bon, ça s'est fait comme ça. Mais oui, c'est un sujet du nom et un truc qu'il ne faut pas, quand on monte un cabinet indépendant, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de préempter le plus tôt possible. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu, alors maintenant c'est facile de revenir sur le passé et de se poser des questions parce que c'est fait de façon rétrospective et pas de façon active sur le moment donné, mais en fait conserver la marque Vigier Schmitt comme étant le porte-étendard de ce cabinet fusionné et de conserver la marque que vous aviez commencé à développer pour traiter finalement le côté corporate finance, ce que vous développiez au sein du cabinet. Je ne sais pas, en fait, on ne s'est pas posé la question pour être clair. Si vous regardez une publication CF News pour ne pas la nommer, qui, quand elle référence des opérations sur lesquelles on intervient, systématiquement indique Vigier Schmitt et associés, entre parenthèses, ex-SLVF. On ne leur a pas demandé, ils l'ont fait tout seuls. Peut-être effectivement que ça aurait pu faire sens. On n'y a pas pensé à l'époque, et puis on y a d'autant moins pensé que ça ne se pratiquait pas. Donc, le marketing est un sujet dans lequel les cabinets d'avocats sont quand même pas super innovants en général, et très conservateurs, même d'ailleurs la plupart du temps, donc faut pas trop leur en demander, mais oui, ça aurait pu être effectivement, en soi c'est une idée qui est pas du tout absurde. Et donc après, pour passer aux autres sujets évoqués, donc la gouvernance du cabinet, comment on fait pour emmener tout le monde dans le même sens. Clairement, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est des discussions qui ont été menées à 4. Aujourd'hui, le cabinet, il est dirigé par une espèce par une cogérance à 4. Ça a ses avantages et ses inconvénients, ça c'est sûr. Mais ça a été construit à l'origine de manière pareille, pas forcément très originale, mais pour faire en sorte d'embarquer les deux groupes et de ne pas donner le sentiment qu'il y en avait un qui mangeait l'autre, essayer de faire en sorte que tout le monde s'identifie, se projette dans un truc collectif. Je ne sais pas si on avait à l'époque eu l'idée que ça évoluera à terme. Ça n'a pas évolué, on est toujours là, on est 4 co-gérants. Moi, mon rôle a très largement évolué par rapport à ce qu'il était chez SLVF, où j'étais le seul gérant du cabinet. Je me suis fondamentalement désintéressé du fonctionnement administratif quotidien. Comme on est 4, on peut se répartir le boulot. Donc on a plus des discussions, si vous voulez, un peu stratégiques pour préempter les sujets, les travailler, pour ensuite soumettre des idées à nos associés. Et c'est plus cette partie du rôle aujourd'hui qui est la bienne dans la gérance du cabinet, sur des sujets très d'intendance, type informatique, recrutement. En général, on s'alloue des tâches entre gérants. Par exemple, le recrutement aujourd'hui, c'est Yves Schmitt et Olivier Loison qui s'en chargent. Nicolas et moi, on ne fait pas, on en parle, mais on n'est pas responsable du truc. Donc c'est une organisation très, très, très différente de ce qu'on connaissait avant, mais encore une fois, dans l'objectif à l'origine d'emmener tout le monde dans un truc et de faire en sorte que personne se sente exclu du système. Très clair. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que vous avez réalisé votre fusion, si on inclut l'année transitoire, puisque finalement, elle en fait partie. C'est quoi le bilan que vous tirez de ces 4 ans et finalement, c'est quoi la trajectoire future du cabinet Vigier Schmitt ? Alors, le bilan, objectivement, il est bon. Là, les raisons pour lesquelles nous, on a fait ce choix à l'époque de quitter notre environnement qu'on avait construit vraiment de nos propres mains pour un truc différent et plus collectif. Les raisons, plutôt, on les a toutes adressées, c'est-à-dire que maintenant c'est une plateforme plus grosse, donc il y a plus de ressources, on est plus capable d'absorber des gros dossiers ou des pics d'activité, on a plus de compétences mobilisables, c'est un peu la même chose, mais même techniquement plus d'expérience dont on peut faire profiter nos clients. Le cabinet est beaucoup moins exposé à la situation, à la performance de l'un ou l'autre d'entre nous. Il y a des années où Yves et Nicolas, depuis le début, étaient plutôt en retrait, d'autres où ils vont être plutôt en avant, et d'autres où c'est moi, ou Olivier, ou d'autres, où Iñaki Saint-Esteban, par exemple, qui marche très très fort. C'est assez finalement... la surperformance ou la surperformance appréciée individuellement est beaucoup moins perceptible au niveau de la structure. Donc ça, c'est un objectif recherché, donc ça, c'est très satisfaisant.
D'un point de vue intuitu personné, il n'y a pas de sujet d'aide entre associés, donc c'est pareil, ça c'est une réussite. En termes de visibilité, donc il y a le sujet de la marque qu'on a évoqué tout à l'heure. Je sais, pour moi, ça c'est average, en tout cas c'est neutre. Après, effectivement, il reste le vrai sujet, qui est un sujet de développement stratégique, où là, je pense pas que je pense qu'on est à un moment assez charnière de la vie de ce cabinet, qui est soit on reste dans la configuration actuelle, qui est finalement un petit cabinet au standard parisien, parce qu'on est une trentaine d'avocats, on n'est pas du tout full service, et puis surtout on a eu un de nos associés, François Bourrier-Seufer, qui était une personnalité exceptionnelle et qui marchait très très bien, qui a fait le choix il y a 1 an tout pile de quitter la profession d'avocat pour prendre un mandat de DGD dans une grosse start-up du secteur de la défense, dans un environnement qu'il adorait, une boîte dans laquelle il était un business angel et 2 board members, et qui va proposer de sauter le pas. Donc il a fait ce choix. Résultat, ça nous a quand même privé d'un relais de croissance, parce que François est quelqu'un qui est né si je ne dis pas de bêtises, en 83, donc il arrivait quand même à un stade de développement où il allait rentrer dans la période vraiment de Space Mountain, quoi. Donc ça, on a perdu un peu aussi ce relais de croissance. Il avait une activité qui était moins généraliste que la mienne, mais quand même très axée M&A. Donc tout ça pour dire qu'on a des réflexions. En gros, soit on prend la décision de continuer un peu comme ça, dans un truc un peu confidentiel, plus boutique, mais pas non plus complètement vrai cabinet de transaction, soit au contraire, collectivement, on décide de redévelopper le M&A, peut-être en s'axant plus vers l'écosystème du private equity, avec ce qui entraîne potentiellement une équipe de dette, plein de problématiques qui touchent au fonctionnement du cabinet quotidien, à la répartition du profit, des sujets assez lourds qu'on n'a pas encore tout à fait tranchés. Donc tout ça pour vous dire que je ne peux pas répondre de manière abrupte à cette question. Je pense que le cabinet VSA aujourd'hui, effectivement, est de ce point de vue-là un peu à la croisée des chemins. Mais en tout cas, la réponse est argumentée, elle est éclairée, en tout cas, elle est pragmatique. Donc finalement, c'est que ça que je demande. C'est une réflexion qu'on partage collectivement depuis déjà une bonne année là. Maître, ça fait plus d'1 heure que je suis en train de vous déranger avec toutes mes questions, etc. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je vous remercie beaucoup de m'avoir dérangé. C'était très intéressant en termes d'introspection. Ça permet aussi de trouver une occasion de faire un petit bilan, et c'était très sympa. Je suis remboursé par la Sécu. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.